Septembre 1944. Les Allemands ont perdu la guerre, mais pendant ce temps-là, le comité d'épuration de la France libre vient d'interpeller Gabrielle Chanel. Elle sait qu'il n'y a plus d'échappatoire, qu'elle va devoir répondre de ses actes. C'est l'héritage le plus dérangeant du luxe français. Tout le monde connaît la marque emblématique Chanel, glamour intemporel et reconnue à l'international. Elle emploie aujourd'hui plus de 38 000 personnes à travers le monde. En 2025, elle est devenue la marque de vêtements la plus valorisée au monde selon le classement de Brand Finance, le premier cabinet de conseil en évaluation de marque. Cette valorisation atteint aujourd'hui 34 milliards d'euros, la propulsant devant Louis Vuitton ou encore Nike. Pourtant, peu de personnes connaissent l'incroyable histoire qui se cache derrière l'empire Chanel. Alors comment une femme visionnaire, celle qu'on appellera Coco, est-elle devenue l'une des figures les plus emblématiques et en la fois les plus controversées de son époque? Et comment l'empire Chanel, qu'elle aura su créer, a-t-il réussi à traverser les décennies tout en conservant son aura? Entre génie, ambition, scandale, trahison, dénonciation, je vous raconte l'histoire de cette marque iconique devenue le symbole du luxe à la française. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir, et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle de votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 euros à investir avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Et chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos. Et pourtant, seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater pour vos finances, abonnez-vous et activez la cloche. Nous sommes en août 1883. Dans le Maine-et-Loire, Gabrielle Chanel voit le jour à l'hospice de Saumur, un endroit où les femmes pauvres peuvent accoucher gratuitement. Sa mère, Jeanne, est blanchisseuse et son père, Albert, marchand ambulant. Lorsqu'elle vient au monde, Gabrielle est la deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Son père est souvent sur la route et la famille vit dans une grande précarité. Et pour Gabrielle, tout bascule en 1895 lorsque sa mère décède. Elle n'a alors que 12 ans. Abandonnée par son père, la version officielle et la plus répandue veut qu'elle ait été placée dans une abbaye cistercienne à Aubazine, proche de Brive-la-Gaillarde, un orphelinat religieux où elle aurait appris à coudre. Mais d'autres versions ont émergé par la suite. En fait, Gabrielle a souvent tenté de reconstruire sa légende personnelle. Elle a d'ailleurs donné plusieurs versions de son enfance et dira plus tard « Ma vie ne me plaisait pas, alors j'ai créé ma vie ». En 1903, Gabrielle est âgée de 20 ans. Le jour, elle travaille dans une maison de confection. La nuit, en tant que chanteuse à la Rotonde, un café-concert situé dans les jardins de la gare de Moulins, dans l'Allier. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle devient Coco, puisqu'elle doit son célèbre surnom à l'une des chansons qu'elle interprétait, « Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro ». Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Coco dans le Coco dans le Trocadéro. Mais Coco est déterminée à sortir de sa condition et à partir de là, elle va s'appuyer sur de riches protecteurs pour gravir les échelons et intégrer la haute société. Et ça fonctionne. On aime son franc-parler et son côté rebelle. Peu à peu, elle parvient à faire sa place dans un monde normalement interdit à celle de son rang. Elle va alors s'amuser à bouleverser les codes de cette société bien établie. Elle sera une des premières femmes à monter à cheval comme un homme et non pas en Amazone, une fantaisie très peu convenable à l'époque. Elle veut travailler et gagner sa vie, ce qui est complètement hors norme pour une femme entretenue. Et en observant les toilettes compliquées des femmes, elle a l'idée de créer des chapeaux plus simples et plus pratiques. C'est ainsi qu'en 1910, elle ouvre sa première boutique de modiste à Paris dans laquelle elle vend uniquement des chapeaux. Par la suite, grâce au soutien financier d'Arthur Capel, dit Boy Capel, un riche industriel anglais dont elle tombe amoureuse, celle qui se fait dorénavant appeler Mademoiselle ouvrira également des boutiques de vêtements à Deauville, Paris et Biarritz. Et bien sûr, les vêtements qu'elle propose vont à l'encontre de tout ce qui se fait. À l'époque, rien n'est fait pour simplifier la vie des femmes. Corsets, baleines, traînes, coiffure très lourde. Coco observe et perçoit les changements. Elle imagine des vêtements pratiques dans un tissu bon marché, le jersey, jusqu'alors utilisé pour les sous-vêtements masculins. Pour elle, la simplicité est la clé de l'élégance. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comme on dit, je crois que c'est le don que je possède. Enfin, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai. Et l'époque est mûre pour ça. Avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, les femmes deviennent plus actives. Elles trouvent alors dans ces robes simples
une solution parfaite. Tout semble lui sourire, et pourtant, Coco est à la veille d'un des plus grands drames de sa vie. Le 22 décembre 1919, Boy Capel se tue dans un accident de voiture. Coco est dévastée. Pour survivre, il faut créer, dira-t-elle. Elle se jette alors corps et âme dans le travail, agrandit son atelier parisien du 31 rue Cambon et crée de nouvelles collections. Et elle continue à casser les codes. Elle transforme le noir, jusqu'alors réservé exclusivement au deuil, en couleur chic. Elle joue avec les codes masculins, proposant des silhouettes androgynes, exit le corset et les tailles cintrées. Enfin, elle se coupe les cheveux courts et provoque une véritable révolution capillaire. Idole incontestée des garçons, elle incarne un profond symbole d'indépendance. Elle se met alors à fréquenter le milieu des artistes et de l'aristocratie. Picasso, Cocteau, Stravinsky, puis c'est la rencontre avec Ernest Beau, parfumeur officiel de la cour impériale russe. Et là, Coco a une illumination qui va provoquer une nouvelle révolution. Alors je pense que le parfum, c'est le luxe, voyez-vous. Et même très léger, ça peut être un petit parfum de rien du tout, du moment qu'il est bien choisi et qu'il ressemble à la personne qui doit s'en servir. D'ailleurs, je vais vous dire un mot de Paul Valéry, qui disait qu'une femme mal parfumée n'avait pas d'avenir, et il avait bien raison. Parce qu'une femme mal parfumée, ça veut dire une femme qui ne se parfume pas du tout, qui est tellement prétentieuse qu'elle croit que son odeur à elle suffit. Ben non, qui ajoutait un tout petit peu de savon, comme je disais quand j'étais petite, c'était très bien. Elle veut créer un parfum qui ne ressemble à aucun autre, quelque chose de neuf et d'audacieux. À l'époque, en France, la tradition est basée sur des soliflores, centrés sur une essence principale pour reproduire l'odeur d'une seule fleur, par exemple la rose ou le jasmin. Coco, elle veut un parfum qu'on construirait comme une robe, c'est-à-dire en réfléchissant à la structure, aux harmonies, pour former un ensemble élégant. Ernest Beau a recours à des aldéhydes, des notes synthétiques qu'il va utiliser à un niveau plus élevé que tout ce qui se fait en France à cette époque. Il lui propose alors plusieurs échantillons. Elle retient la proposition numéro 5. Il faut dire que le 5 est un peu son chiffre fétiche. Elle présente toujours sa collection le 5e jour du 5e mois. Ainsi, le numéro 5 deviendra le premier parfum à contenir une combinaison de plus de 80 ingrédients avec un résultat abstrait et moderne. Elle imagine alors un flacon élégant, intemporel, à l'opposé des flacons très ornés de l'époque. Pourtant, malgré tout son génie créatif, Coco, seul, n'aurait jamais réussi à en faire le succès mondial qu'il va devenir. Car là aussi, il fallait une combinaison de savoir-faire, mais aussi de compétences pour assurer l'alchimie parfaite. Le numéro 5 est un succès dans ses boutiques et Coco décide de le commercialiser à grande échelle. Les fondateurs des Galeries Lafayette lui présentent alors les frères Pierre et Paul Wertheimer, des entrepreneurs français dont la famille détient déjà la marque Bourjois, une maison reconnue comme l'un des plus grands fabricants de cosmétiques de l'époque. Ils sont de confession juive, un détail qui prendra toute son importance par la suite. Grâce à leur usine de fabrication dans la banlieue parisienne, le numéro 5 va passer d'une fabrication artisanale à une fabrication industrielle. En 1924, la société des parfums Chanel voit le jour. Et la répartition capitalistique est la suivante. 90% pour les frères Wertheimer et autres petits actionnaires et 10% seulement pour Coco. Les frères Wertheimer assurent le financement, la production industrielle, la distribution internationale du numéro 5. De son côté, Coco reste décisionnaire sur le style et l'image du parfum. C'est elle qui incarne Chanel. Le numéro 5 connaît un succès fulgurant. Au début, Coco est satisfaite du deal 90-10. Il faut dire que sa vie est bien remplie. Elle profite de cette renommée fulgurante et le Ritz devient sa résidence permanente. Elle voyage, elle découvre les tissus écossais qui lui inspireront ses tailleurs iconiques et elle se lie d'amitié avec Churchill. En 1929, Chanel numéro 5 est considéré comme le parfum le plus vendu au monde. Certains historiens estiment que le volume des ventes aurait atteint 125 000 à 150 000 flacons par an, avec un chiffre d'affaires d'environ d'une vingtaine de millions de dollars actuels. Mais en contrepartie de ce succès, Coco réalise que le deal conclu avec les frères Wertheimer est largement à son désavantage. Elle veut récupérer les parts de la société de parfum. Elle veut plus que 10%. Une idée qui deviendra un véritable cheval de bataille. Et personne ne soupçonne encore jusqu'où elle est prête à aller pour y parvenir. En 1939, tout bascule. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Coco doit fermer sa maison, licenciant au passage quelques 4000 ouvrières. Le Ritz est réquisitionné
et devient rapidement le lieu de résidence des officiers nazis, des officiers supérieurs du Reich. Coco est autorisé à rester dans son aile des civils tolérés. Son neveu, André Pallas, mobilisé dans l'armée française lors de l'invasion allemande, vient d'être fait prisonnier. Elle va alors se rapprocher des Allemands pour tenter de le faire libérer, et notamment d'un officier du renseignement, Hans Günther von Dinklage, dont elle devient la maîtresse. André, son neveu, sera libéré en 1941. Pourtant, une nouvelle guerre se profile. Coco apprend une nouvelle qui va la faire sortir de ses gonds. Le parfum numéro 5 est toujours commercialisé en Amérique sans son accord par les frères Wertheimer qui se sont exilés là-bas dès le début de la guerre, étant, je le rappelle, juifs. Coco rage. Mais légalement, ils en ont le droit. C'est alors que son rapprochement avec les Allemands lui offre une opportunité pour récupérer ses parts dans la société des parfums Chanel. Et elle va la saisir. Pour cela, elle dénonce les Wertheimer en tant que juifs aux autorités allemandes et utilise les lois antisémites du régime de Vichy pour tenter de faire confisquer leurs biens et le capital de la société. Et en particulier, la lettre que Coco Chanel, en tant qu'Arienne, a adressée à Madou le 5 mai 1941. Elle y écrivait « Je me porte acquéreur de la totalité des actions parfums Chanel qui sont encore la propriété de Juifs et que vous avez pour mission de céder ou faire céder à des sujets ariens. » Seulement, les frères Wertheimer ont une longueur d'avance. Ils ont anticipé les lois anti-juives en signant un pacte secret avec un certain Félix Amiot, un industriel de l'aéronautique auquel ils sont associés de longue date. Ainsi, Félix Amiot a racheté les parts de la société et il a maquillé les procès-verbaux du conseil d'administration. Et comme il n'est pas juif, les lois de Vichy ne s'appliquent pas. Coco sait bien qu'il n'est qu'un prête-nom, mais elle a beau contre-attaquer, l'avionneur est intouchable. Pourquoi ? Parce qu'il a un rôle clé. Il produit des pièces d'avion pour un constructeur allemand, un contrat à plus d'1 milliard de francs, soit près de 405 millions d'euros actuels. Donc, les Allemands n'ont aucun intérêt à aller le chercher. Mademoiselle Coco est forcée de s'incliner, mais elle n'en sortira pas indemne. En 1944, c'est la libération. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le FFI, Force française de l'intérieur, se saisit de Coco pour l'interroger sur son rôle de collaboratrice. Est-ce la fin pour elle ? Elle qui était la maîtresse d'un officier allemand, elle qui aurait dénoncé des juifs, elle qui aurait bénéficié de privilèges dans le régime de Vichy. Mais contre toute attente, l'interrogatoire ne dure que quelques heures et elle en ressort libre. Le FFI n'a pas de preuves. Et en plus, la légende veut que Coco bénéficie d'une protection haut placée. Selon sa petite nièce, Gabrielle Pallas Labruni, elle s'exclamera en rentrant chez elle « Churchill m'a fait libérer ». Mais son image est sérieusement ternie et elle juge plus prudent de s'exiler en Suisse. L'icône de l'indépendance féminine française est tombée de son piédestal. La maison de couture n'existe plus et l'usine du numéro 5 est partiellement détruite par les bombardements. L'aventure Chanel semble toucher à sa fin. À la fin de la guerre, les frères Wertheimer reviennent et reprennent les commandes des parfums Chanel en France. Pierre contacte alors Coco Chanel pour trouver un terrain d'entente. Mais cette fois, Mademoiselle est bien décidée à prendre sa revanche. Elle voit dans ce retour une chance de reprendre la main et tente un coup de bluff. Depuis la Suisse, elle lance un parfum concurrent, le Super 5, une version modifiée du numéro 5, produite en très petite quantité. Pas pour faire fortune, non, pour semer le doute et faire pression. Le risque est réel. Si le marché se brouille, Chanel pourrait perdre 5 à 15% des ventes du numéro 5. Pour les Wertheimer, cela représente des millions. Pierre Wertheimer cède. Après une série de négociations, un accord est enfin trouvé. Coco reçoit une compensation importante sur les ventes passées et surtout 2% sur toutes les ventes futures du numéro 5. Une rente colossale qui la met définitivement à l'abri et qui lui permet de rebondir. Parce qu'elle ne compte pas en rester là. Et les conditions vont bientôt lui être encore plus favorables. En 1953, une dernière loi d'amnistie est votée en France. Les risques judiciaires qui planaient encore sur elle disparaissent complètement. Bien décidée à reconquérir sa place dans le paysage de la haute couture, elle revient alors à Paris et rouvre sa maison, fermée depuis 1939. Contre toute attente, c'est Pierre Wertheimer, qui n'est pas rancunier et qui va l'aider en finançant la moitié de sa nouvelle collection. Une collection qu'elle présente lors d'un défilé le 5 février 1954. Hélas, la France ne lui a pas pardonné.
L'accueil réservé est glacial et la critique ne l'épargne pas. On trouve son style trop classique, vieillot, la presse se moque. C'est un échec total. Pour beaucoup, le règne de Chanel est définitivement terminé. Le seul à y croire encore, c'est Pierre Wertheimer. Et alors que tout le monde le lui déconseille, il rachète la maison de couture de Coco le 24 mai 1954 et devient propriétaire de Chanel SA, qui regroupe sous une même entité les activités de haute couture et de parfumerie. En échange, il prend en charge tous les frais de la maison ainsi que ceux liés au luxueux train de vie de Coco. Suite au Ritz, domestique, Cadillac avec chauffeur, il confiera à son conseiller juridique Robert Chalier « Ils disent tous que j'ai tort, mais moi je sais qu'elle a raison ». Et Pierre a vu juste. Si la presse française n'a pas épargné Coco, la presse américaine, en revanche, va jouer un rôle essentiel dans sa réhabilitation. Les magazines américains tels que Life et Vogue se montrent très enthousiastes. Même Marilyn Monroe, l'icône de la pop américaine par excellence, deviendra son ambassadrice. Well, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? You wear pajama tops, the bottoms of the pajamas, or the nightgown, or what kind of... So I said, Chanel No. 5, because it's the truth. Le numéro 5 entre alors dans la légende. En 1954, Coco a 71 ans, mais elle n'a rien perdu de son énergie et n'a pas dit son dernier mot en matière d'innovation. Elle reprend le cours de ses révolutions. Fatiguée de voir les femmes porter leur sac à la main, elle invente en février 1955 le fameux 255, le sac matelassé avec une bandoulière en s'inspirant des sacs portés par les soldats. Elle modernise aussi son célèbre tailleur en tweed en ajoutant par exemple une fine chaîne à l'intérieur de la doublure pour un tombé impeccable. C'est d'ailleurs un tailleur Chanel que portait Jackie Kennedy le jour de l'assassinat de son mari. Tel un phénix, Coco renaît de ses cendres grâce à l'appui de Pierre Wertheimer. Leur relation s'est apaisée, tout le monde a intérêt à faire oublier l'épisode allemand. Pierre décède en 1964 et Coco le suivra 6 ans plus tard à l'âge de 87 ans. Elle s'éteint le 10 janvier 1971 dans sa suite au Ritz. Elle travaillera jusqu'à son dernier jour pour tromper sa solitude et son ultime collection sera présentée 2 semaines plus tard. L'impératrice de la mode n'est plus. L'empire Chanel vacille. À la mort de Coco en 1971, l'empire Chanel est fragile. Jacques Wertheimer, le fils de Pierre, reprend les rênes. Mais le navire s'essouffle. Les ventes stagnent, l'image de la maison se délite et même le numéro 5 perd du terrain aux États-Unis. La marque semble figée dans le passé. En 1974, un changement décisif survient. Alain Wertheimer, petit-fils de Pierre, prend le contrôle de Chanel. Il n'a que 25 ans, mais une idée claire. Chanel doit redevenir une maison créative, moderne et désirée. Son premier geste est radical. Il retire le numéro 5 des rayons des pharmacies américaines pour recréer de la rareté. Ensuite, il investit massivement dans la communication, convaincu que la marque doit retrouver son aura d'antan. Puis vient l'intuition qui va bouleverser l'histoire. En 1983, Alain Wertheimer confie la direction artistique des collections à Karl Lagerfeld. Ce choix à l'époque est loin de faire consensus, mais il s'avère visionnaire. Le créateur redynamise les collections, il réinterprète et modernise les codes iconiques de Coco et grâce à lui, Chanel connaît un essor spectaculaire. Il va également réussir l'exploit de ressusciter Coco à travers sa première muse officielle, Inès de la Fressange. Certains diront d'ailleurs que la ressemblance entre les deux femmes est frappante. Inès de la Fressange incarne l'idéal chanelien. Elle devient elle seule un des codes Chanel. Dans les coulisses du défilé, c'est elle que les caméras traquent. Avec casquette de rappeuse ou énin de reine, elle peut tout incarner. Elle est la diva de Chanel pendant la première partie du long règne de Karl Lagerfeld sur la maison de couture. Fidèles à leur tradition de discrétion, c'est cette fois Karl Lagerfeld qui est dans la lumière. Et pratiquement personne, encore aujourd'hui, ne connaît les héritiers de la dynastie Wertheimer. Mais ce qui fonctionne vraiment, ce n'est pas la haute couture dont les ventes demeurent assez marginales. Non, ce qui va permettre de toucher une clientèle plus large, ce sont les cosmétiques et les parfums. Et ça, Karl Lagerfeld et les Wertheimer l'ont bien compris. Ils lancent ensemble une stratégie d'expansion internationale en 4 étapes. Déploiement international, diversification des produits, acquisition et rénovation de bâtiments stratégiques dont le siège historique rue Cambon à Paris, et enfin introduction de pratiques modernes dans la production tout en gardant un contrôle strict de l'image et de la qualité. Au cours des années 1980, Chanel ouvre plus de 40 boutiques dans le monde entier. Pourtant, elle reste l'une des rares entreprises du secteur à ne pas concéder de licence pour ses parfums, cosmétiques ou vêtements à d'autres distributeurs.
Au début des années 1990, la marque est considérée comme un leader mondial dans l'industrie des parfums et un innovateur de premier plan dans la publicité et le marketing. L'entreprise continue à développer de nouvelles gammes de produits, notamment les montres Chanel. Elle dépense plus en publicité que toutes les autres sociétés de parfumerie et aura de nombreuses érigies au fil des années, notamment Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Nicole Kidman et même Brad Pitt. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable. La société se tourne aussi vers l'Extrême-Orient, ouvrant une nouvelle boutique à Hong Kong et déboursant près de 50 millions de dollars pour acquérir un immeuble dans le prestigieux quartier commerçant de Ginza, au Japon. Mais l'ère Lagerfeld s'achève en 2019 avec le décès de celui-ci. Et Chanel est à nouveau orpheline. Qui sera capable de prendre la relève cette fois ? Les années dorées sont-elles définitivement terminées ? Après des décennies d'expansion, Chanel doit affronter un nouveau défi, continuer à grandir sans perdre son âme. La stratégie de la maison va alors s'articuler autour d'une idée simple, maîtriser chaque geste, chaque matière, chaque détail. Pour préserver les savoir-faire essentiels à la haute couture, Chanel crée par affection une filiale qui rachète progressivement des ateliers artisanaux en difficulté, brodeurs, bottiers, denteliers. Ces maisons d'art incarnent une tradition que Chanel refuse de voir disparaître. 19M, l'ambitieux bâtiment où Chanel a rassemblé de nombreux métiers d'art dans une utopie de la main. Chanel a sauvé les maisons d'art en leur assurant, et on y est aujourd'hui au 19e, un socle extrêmement solide qui leur a permis de se donner le loisir d'inventer l'avenir des métiers d'art avec un sol et des fondations rassurantes, solides, amicales, l'importance de la main, du cœur, des tripes, d'une certaine humanité dans le métier. Finalement, c'est ça le sens du luxe. Ce même souci de contrôle se retrouve dans la structure financière de l'entreprise. Chanel est présente dans de nombreux pays et s'appuie sur un ensemble d'entités internationales. Et en 2018, la maison engage donc une grande restructuration qui aboutit 4 ans plus tard. Chanel Limited, basée à Londres, devient la nouvelle maison mère. Ce choix n'a rien d'un hasard. Il centralise la gouvernance, optimise la gestion d'un groupe mondial et offre un cadre juridique plus adapté à ses ambitions. Rien d'illégal, rien de secret, uniquement de la stratégie financière, juridique et de structuration. Chose rare dans le milieu, Chanel reste une entreprise privée qui n'est pas cotée en bourse. Le grand public ne peut pas devenir actionnaire de Chanel. Contrairement à Dior, Vuitton et Givenchy par exemple qui appartiennent au groupe LVMH, groupe qui est coté en bourse. Cette indépendance donne aux dirigeants une liberté totale pour créer, investir, protéger leur identité et éviter la pression des marchés financiers. Vous ne pouvez donc pas acheter d'actions Chanel, aucun ETF n'en contient. En tant qu'entreprise non cotée, elle n'est pas tenue non plus de publier publiquement ses résultats financiers ni de divulguer la rémunération de ses dirigeants par exemple. En 2018 pourtant, Chanel publie pour la première fois des résultats consolidés qui révèlent un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars pour 2019. Et depuis, son chiffre d'affaires a littéralement explosé pour atteindre presque 20 milliards de dollars en 2023. Aujourd'hui, la famille Wertheimer est la 3e famille la plus riche de France, derrière les fortunes de la famille Arnault avec Bernard Arnault et le groupe LVMH, et Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de L'Oréal. La famille Wertheimer, grâce à Chanel, est la 40e plus grande fortune mondiale selon le classement établi par le magazine économique Forbes. Mais ils sont finalement très peu connus du grand public car ils se montrent très discrets. Ils suivent la tradition familiale, cultivant le mystère. Lors des défilés, ils passent inaperçus, s'installant à la 3e ou 4e rangée, loin des flashs et des objectifs. Pendant l'inauguration d'un nouveau bâtiment Chanel en 2022, les Wertheimer ne sont même pas venus accueillir publiquement le président Emmanuel Macron, préférant rester loin des caméras. Selon les derniers résultats, la société sort d'un ralentissement en 2024 avec une légère baisse du chiffre d'affaires, ce qui ne l'a pas empêché de se hisser tout en haut du podium et d'obtenir la médaille d'or du classement de Brand Finance en 2025. Ainsi, Chanel est devenue la marque de vêtements la plus valorisée au monde, coiffant au poteau Louis Vuitton, le fleuron du groupe LVMH. Aujourd'hui, c'est Mathieu Blazy, nouveau directeur artistique, qui tient les rênes de cette maison chargée d'histoire. À lui de relever le défi de cette nouvelle ère, modernité, durabilité, désirabilité. Un siècle après la jeune Gabrielle de Saumur, l'univers qu'elle a imaginé continue de se réinventer. Et l'Empire Chanel semble encore loin d'avoir dit son dernier mot. Quoi qu'il en soit, son univers hors norme n'a pas fini de nous faire rêver.
Merci d'avoir suivi cette vidéo retraçant l'étonnante histoire de l'Empire Chanel. J'espère que ce voyage à travers le temps vous a plu. Et comme c'est un format assez nouveau pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout, quel personnage, quelle marque, quelle saga vous aimeriez voir raconter dans une prochaine vidéo. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez ici pour découvrir l'histoire de l'homme qui a battu Wall Street avec une idée simple et qui a créé les ETF.